Donc ce soir, c'est déjà la 4e conférence du cycle Le goût de l'avenir. Je rappelle le fil d'Ariane, qui est le thème Apprendre pour demain. Donc pour rappel, l'objectif de ce cycle, c'est d'avoir un temps d'échange entre les sciences et la société pour s'interroger sur les transformations en cours et à venir. Donc pour mieux se préparer à celle-ci, en fait, on souhaitait s'intéresser à la façon que l'on a d'apprendre, à nos propres modes d'apprentissage. Donc il s'agit de permettre à chacun de s'interroger sur ses propres façons d'apprendre pour pouvoir être en mesure demain d'agir, d'être en capacité d'agir. Voilà, donc on remercie le lieu unique qui accueille l'ensemble du cycle de conférences, dont la plupart s'inscrit dans la programmation du Labo Utile. Le Labo Utile qui, avec toutes ses propositions, participe à la construction de la citoyenneté. Et on remercie également la région et la ville qui nous soutiennent aussi. Voilà, donc la conférence de ce soir. Quel est le rôle du groupe dans l'apprentissage? Donc ce soir, on va s'intéresser aux interactions dites apprenantes dans les relations de travail. Pour donner un cadre simple, si on prend l'exemple de l'entreprise, il n'est pas rare qu'on rencontre des personnes qui travaillent sur un projet ou un groupe de personnes qui travaillent sur un sujet en particulier, mais qui ignorent ce que leurs voisins de bureau, ce sur quoi leurs voisins travaillent ou l'étage en dessus. Donc là, on va être plus sur le domaine de la formation, mais c'est pour donner un cadre assez simple. Et donc à l'opposé de cela, depuis quelques temps, on entend parler de communauté de pratique et d'apprentissage, ou encore d'apprentissage par les pairs. Voilà, donc ce sont justement ces nouvelles interactions, ces nouveaux modes d'apprentissage qui peuvent être formels ou informels, qui se répandent et qui permettent de décloisonner les métiers, les fonctions, les spécialités de chacun, et voilà, qui vont permettre de travailler ensemble, d'apprendre des autres, d'apprendre ensemble et pourquoi pas être plus créatif et efficace. Donc grâce aux intervenantes et intervenants de ce soir, nous allons essayer de comprendre comment, en situation de travail, les interactions peuvent s'établir au profit d'un groupe apprenant. Voilà, donc je vais vous présenter les intervenantes, les premières intervenantes. Donc Madame Anne-Lise Ullmann, qui est maître de conférence au CNAM et membre de l'équipe pédagogique nationale des métiers de la formation, et Florence Basoli, donc, qui est directrice déléguée du centre Michel Serres à Nantes. Et pour finir, Benjamin Durand, qui est derrière, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est musicien et intervenant, notamment formé à la musicothérapie, et également membre de l'association L'Atelier Sonore. L'Atelier Sonore qui travaille à rendre la pratique musicale accessible notamment aux personnes en situation de handicap. Donc on aura le plaisir d'avoir une expérimentation sonore avec lui entre les deux présentations des intervenantes. Voilà, juste pour vous rappeler un petit peu comment ça va fonctionner. Donc on va faire une première intervention et puis on fera passer les micros si vous avez des questions. On fera l'intervention de Benjamin. Et puis ensuite, on finira par la dernière intervention avec des questions, juste après. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, il n'y a pas de bonnes ni de mauvaises questions. Donc voilà, très bonne conférence à tous. Bonjour à tous, merci au CNAM de m'accueillir dans ce lieu magnifique d'ailleurs, qui est un lieu tout à fait sidérant et passionnant. Donc alors, moi, la commande qui m'a été passée, c'était de réfléchir avec vous sur la question du groupe en formation, du groupe, des interactions dans le groupe. Et alors, cette commande m'a d'autant plus fait plaisir que j'ai l'impression que c'est une question qui semble complètement désuète. C'est-à-dire que très rarement, vous voyez des conférences sur le groupe en formation. Très rarement, il y a d'ailleurs assez peu d'articles de recherche qui, aujourd'hui, questionne le groupe, alors même que les psychosociologues y ont beaucoup travaillé et nous ont fait beaucoup d'apports. Alors en plus, je suis d'autant plus touchée que vous savez peut-être qu'un grand psychosociologue, Max Pagès, est décédé ce week-end, le week-end dernier plus exactement. Et donc, c'est aussi un peu en hommage à ses travaux que je me dis que c'est bien de pouvoir parler du groupe, parce que, pour le coup, il a beaucoup apporté sur les questions du groupe en formation, des interactions dans le groupe et de ce que peut produire le groupe dans la transformation des relations sociales, des échanges, du travail en général. Alors, d'une façon générale, pourquoi le groupe semble finalement ne plus trop mobiliser? On peut faire plusieurs hypothèses, mais en tous les cas, il y en a une qui paraît très importante, c'est le fait que
les formations se faisant dans des modalités pédagogiques différentes, et notamment dans la modalité pédagogique du à distance, on ne pense plus beaucoup, d'un point de vue pédagogique, à ce que peut apporter le groupe. Alors on ne pense plus beaucoup, et c'est un peu dommage, ou alors peut-être on a tellement intégré les questions, ces questions-là qu'on ne sait même plus que c'est important pour construire des formations, de réfléchir à la manière dont le groupe est central. On pourrait se demander si, au fond, le groupe constitue toujours une vraie question pour nous, les formateurs. Alors on pourrait dire non, on s'en occupe plus. Aujourd'hui, quand on forme... J'ai regardé aussi les programmes de formation de formateurs. Il y a assez peu de choses, on parle de la pédagogie, mais il y a assez peu de choses sur le groupe dans la pédagogie. Je fais l'hypothèse qu'on doit quand même en parler dans les cours, parce que ça me paraît compliqué de ne pas parler des groupes quand on parle de pédagogie, mais ça n'apparaît pas tellement dans les programmes. Alors dans un premier temps, je vais revenir avec vous sur, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un groupe, et puis un petit peu ses caractéristiques et son histoire. En fait, le groupe, si on demandait comme ça, c'est quoi un groupe, je ne suis pas sûre qu'on serait tous d'accord, parce que finalement, les groupes ont des configurations très différentes, peuvent être petits ou au contraire peuvent être très importants. Et on a un peu du mal à définir très précisément ce que c'est qu'un groupe. Ce que l'on peut dire quand même, c'est que le trait commun à tous ces ensembles de personnes qui se retrouvent consiste dans une pluralité des individus. Donc un groupe, c'est une pluralité des individus, et dans une solidarité implicite entre ces individus, une solidarité qui est plus ou moins forte. Soit ils ont une solidarité parce qu'ils ont des travaux à faire ensemble, soit ils ont une solidarité parce qu'ils ont des intérêts communs à partager, soit ils ont une solidarité parce qu'au fond, ils veulent produire quelque chose ensemble. Dans le langage commun, quand on parle d'un groupe, on parle aussi des membres du groupe. Alors c'est intéressant parce que les membres, ça évoque l'image du corps. Et donc, on a l'impression que le groupe et ses membres sont indissociables, c'est-à-dire que c'est un ensemble d'individus, mais qui constitue un ensemble unique, et que ce point-là, à la fois des membres, puis en même temps un tout, constitue la base des premiers questionnements psychosociologiques sur le groupe. Souvent aussi, le groupe est associé à l'idée de force, parce que finalement, il y a l'idée qu'à plusieurs, il y a un renforcement mutuel. Et Maisonneuve, un autre psychosociologue, souligne que le groupe est à la fois extrêmement rassurant parce qu'on est fort ensemble, mais en même temps, il peut être menaçant parce que le groupe peut aussi écraser. Et donc, ça, c'est des questions qui sont très importantes. C'est à la fois le groupe, et pour nous en formation, c'est un point qui est central, à la fois le groupe est stimulant, il renforce, il nous permet d'être plus forts, mais en même temps, le groupe peut conduire aussi à nous écraser, à nous faire taire, d'une certaine manière, à empêcher l'expression de nos points de vue. Donc le groupe, il emprisonne parfois, et en même temps, le groupe, il fait sortir. Alors vous voyez bien que de ce point de vue-là, la notion de groupe définie comme ça, dans cette espèce de tension entre, d'un côté, cette espèce de dynamique qu'il propose, et en même temps, cette espèce d'emprisonnement, d'enserrement, révèle une complexité, une dialectique qui n'a rien à voir avec, par exemple, les notions de réseau qu'on emploie aujourd'hui. Le réseau, c'est transversal, etc. Mais on ne voit pas du tout la même manière. Et puis enfin, les groupes, ce que soulignent les psychosociologues, c'est qu'ils ont aussi une histoire. Ils ne sont pas figés.
ils ont une histoire, et même si ce n'est pas évident pour les acteurs d'être bien conscients de cette histoire, les membres du groupe n'en sont pas toujours conscients, en fait, cette histoire, elle est centrale pour le fonctionnement du groupe, elle est liée à son devenir, et c'est pour ça, d'ailleurs, que les psychosociologues ont référé souvent le groupe au langage physicien avec la notion de dynamique de groupe. C'est-à-dire que c'est par rapport à cette histoire-là et à la manière dont ça fonctionne ensemble. Donc, pour revenir sur les travaux dans les groupes, il y a un point qui est très important, c'est que les travaux dans les groupes pour la psychosociologie se sont vraiment intéressés à cette question-là. Les psychosociologues, dans le 19e, à un moment donné aussi où l'histoire de la science bouge. C'est-à-dire que le groupe, il fait partie intégrante d'une transformation des rapports à la science qui bouge. Et on peut dire qu'il y a au fond, un peu schématiquement dans l'histoire des idées, mais il y aurait au fond deux grandes écoles. Il y aurait l'école russe, celle de Pavlov, qui cherche dans le rapport à la science une pureté objective, qui s'attache à découvrir une approche scientifique de l'humain, et où la connaissance est extérieure au sujet. Et donc, toute une partie du travail scientifique va essayer d'objectiver la science. Et toute une partie, d'ailleurs, de nos courants pédagogiques renvoie à cette question-là, c'est-à-dire une question où le savoir est extérieur au sujet, une question où le savoir s'objective et où la mesure est essentielle. Et puis, il y a un deuxième courant à la même époque qui se met en place, un peu forcément en opposition, parce que c'est toujours des courants un peu qui s'opposent, qui est l'école de Vienne, dans laquelle on va retrouver Ferenczi, Klein, Freud, qui au contraire vont avoir une autre représentation radicalement différente, et pour qui c'est l'interlocution qui est le lieu du savoir, c'est-à-dire que c'est le sujet parlant et désirant qui convoque le chercheur, et ce n'est pas le chercheur qui convoque le savoir. Donc ici, on est dans une approche où le savoir n'est pas extérieur au sujet, mais construit par les sujets, et construit par les sujets, souvent dans un rapport de groupe. Et donc c'est aussi pour ça que la question du groupe renvoie aussi à des questions de la psychologie sur les groupes. C'est parce qu'on sait bien que dans les groupes, il se produit des relations qui construisent de savoir et de la connaissance qui sont extrêmement importants. Alors de ce point de vue-là, la théorie de Freud, qui me paraît très importante, parce que tous les travaux des groupes et des psychosociologues renvoient aussi à la théorie de Freud. Et pour nous, formateurs, cette théorie-là, elle n'est pas absente, même si on l'a complètement neutralisée, que des fois on l'emploie sans savoir que ça nous vient de la psychanalyse, mais c'est quand même extrêmement important. Pour Freud, il y a trois termes extrêmement importants, c'est observation, expérimentation, interprétation, qui en déduit une conception dans laquelle, finalement, il relie l'action, la connaissance et la conception. Et pour lui, il n'y a pas de connaissance sans analyse, c'est-à-dire que le savoir n'est pas extérieur, la connaissance est liée à l'analyse, et souvent l'analyse faite par les personnes, par les membres dans des groupes. Il n'y a pas d'analyse qui ne produise de la connaissance, donc la connaissance n'est pas extérieure, mais elle est le produit de la connaissance, et l'action est dans ce rapport dialectique entre les deux. Alors pour nous en formation, ce rapport-là, ce schéma-là, où finalement il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de connaissance sans analyse, il n'y a pas d'analyse qui ne produise pas de connaissance. C'est bien ce que souvent on fait dans les groupes en formation. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un travail où c'est l'échange, alors l'échange organisé, structuré, etc., qui produit les analyses
par les participants qui eux-mêmes construisent progressivement des connaissances. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que si les groupes en formation sont extrêmement importants, évidemment, il n'y a pas qu'en formation qu'il y a des groupes. Et des gens comme Durkheim, en sociologie, ont travaillé sur le groupe de la famille, sur l'école, sur ce qui se passe au travail. C'est-à-dire que la vision globale des groupes peut être très large, mais surtout qu'elle induit un rapport à la connaissance qui est très différent selon qu'on est dans une approche, on va dire, objectivant, ou une approche plutôt constructiviste. Ce qui, en formation aussi, on l'a oublié, mais nous ne sommes pas des groupes, nous construisons des groupes et nous ne travaillons pas avec des groupes naturels. Sauf peut-être ces groupes naturels, on s'en rapproche quand on est dans le travail en considérant que les collectifs peuvent être des groupes naturels du travail, mais quand on est en formation, on crée des groupes. Ça veut dire que dans ce travail de création du groupe, on en attend des enjeux de production de connaissances. Et donc, notre manière de créer des groupes est centrale. Et quand on crée des groupes pour qu'ils soient membres, donc qui appartiennent à un même corps, on va opposer groupe à collection. C'est-à-dire, un groupe, ça n'est pas une collection d'individus. Et donc, quand on est en formation, créer le groupe est une activité centrale qui se fait à plusieurs moments, etc., pour que la production de la connaissance puisse se faire. Alors, on crée des groupes de plein de manières différentes, mais du coup, c'est important d'avoir en tête que nous, on n'est pas un groupe naturel, et que du coup, en formation, pour qu'on fasse groupe, il faut bien qu'on le crée. Et c'est bien aux formateurs de se créer, c'est-à-dire d'installer parmi des interdépendances, d'installer un rapport de solidarité pour permettre l'apprentissage que l'on cherche à faire faire. Alors, définir les groupes, il y a énormément de définitions différentes. J'ai repris celle d'un psychosociologue qui ne définit pas un groupe, mais qui en donne des caractéristiques. Et Maisonneuve, il en donne 7 caractéristiques du groupe restreint, donc du groupe que l'on crée en formation. Alors, la première caractéristique, c'est une unité de temps et une unité de lieu supposant une relation de proximité. Vous voyez bien que de temps et de lieu, cette dimension-là, elle est à interroger aujourd'hui avec la question du virtuel, mais peut-être pas, elle n'est peut-être pas balayée, elle est peut-être revisitée. La deuxième raison, c'est une raison d'être ensemble et de rester, c'est-à-dire que pour Maisonneuve, un groupe qui n'a pas une raison d'être ensemble ne constitue pas un groupe. Donc, avec la troisième caractéristique, c'est un sort relativement commun. Après, il donne 3 autres caractéristiques qui sont intéressantes, 4 autres. La possibilité d'une perception et d'une représentation de chacun des membres, c'est-à-dire qu'on repère chacun des membres, là. La perception de ce qu'il appelle une certaine groupalité, c'est-à-dire que le sentiment que les personnes fassent groupe par rapport à un regard extérieur, la possibilité d'interaction et de communication entre les membres, et une durée suffisante pour qu'un processus d'institutionnalisation puisse s'engager. Donc, dans les 7 caractéristiques que donne Maisonneuve pour définir ce qu'il entend le groupe, on voit bien aujourd'hui qu'il y a des caractéristiques qui demeurent, et il y en a d'autres qui peuvent être revisitées. Et quand je dis revisiter, ça ne veut pas dire supprimer. Je pense que là-dessus, je pense qu'il y a des choses très importantes. Dans
dans la théorie psychanalytique, il y a des psychosociologues comme Kurt Lewin qui se sont beaucoup inspirés de ce modèle-là et qui ont conçu les groupes comme un champ de force, c'est-à-dire comme une possibilité d'agir ensemble très fortement sur des objets. C'est-à-dire, c'est important d'imaginer cette espèce de champ de force qui va pouvoir permettre de produire des choses. Donc, le modèle psychanalytique, lui, dans les chercheurs qui relèvent plutôt d'écoles psychanalytiques, vont plutôt s'intéresser à la manière dont les membres, finalement, construisent des idéaux partagés. Ce qu'on va appeler cette espèce de moment de double dimension imaginaire et symbolique du groupe qui se croient d'accord, tous ensemble, etc., qui va donner lieu à un concept qu'on va appeler plus tard l'illusion groupale, c'est-à-dire de croire qu'on est tous d'accord, et l'idée qu'on est tous d'accord a quelque chose de très rassurant, mais permet la production du groupe. Autrement, alors vous voyez bien que c'est aussi très intéressant pour nous, ça veut dire que d'un côté, il faut faire émerger les tensions, les différences, mais en même temps, l'illusion groupale fait aussi permettre le groupe d'advenir parce qu'on aurait les mêmes points de vue, parce qu'on aurait les mêmes enjeux, etc. Alors, évidemment, les recherches qui ont été faites à l'époque sur les groupes ont donné lieu à beaucoup de critiques, parce qu'il y a évidemment eu beaucoup d'expérimentations en terrain réel, à la Western Electric, etc. Il y a eu énormément d'analyse des processus de groupe. Et toute la question qui se posait, et qui, à mon avis, continue de se poser, c'est la suivante. Ce qui se passe en formation dans un groupe restreint et constitué, et qui produit de l'énergie, du savoir, de la mobilisation, est-ce que ça, c'est suffisant pour être transposé dans le monde ordinaire? Autrement dit, la question du travail en groupe questionne toujours la transposition dans le monde ordinaire où finalement le groupe n'est plus là, mais on se retrouve comme individu. Donc le questionnement, c'est ce que l'on a appris en groupe et tous ensemble, au fond, est suffisamment intégré, approprié pour que quand on se retrouve seul et sans les autres, ça fonctionne toujours dans le monde ordinaire. Donc c'est une question plus qu'importante qui nous renvoie au problème de la transférabilité des compétences, transférabilité qui, de mon point de vue, est un mot très problématique, mais qui pose quand même la question de ce que l'on apprend en formation dans le cadre d'un groupe, avec l'interaction, avec, on va dire, la protection du groupe. Est-ce qu'au moment où on se retrouve sans la protection de ce groupe, dans un autre monde, ce que l'on a appris est remobilisable ailleurs? Donc là-dessus, il y a un certain nombre d'études qui auraient tendance à montrer que oui, d'autres qui sont non. Donc voilà. Après, beaucoup de travaux ont porté, justement à cause de la dimension protectrice, etc., sur la psychologie des groupes et des relations interpersonnelles. Et alors là, on y a étudié des phénomènes que vous connaissez sans doute bien, les fameux phénomènes de leadership, hein, avec différentes modalités de leadership. Alors Weber en a identifié 3. Il a identifié un leadership qu'on va appeler charismatique, qui est considéré comme infaillible et quasi sacré, c'est le chef charismatique. Il y a ce qu'on a identifié le chef traditionnel, que Weber définit comme à la fois autoritaire et protecteur. Et puis il y a le chef démocratique, dont l'autorité s'établit sur les bases consultatives et rationnelles. C'est-à-dire c'est une manière de voir comment les relations de pouvoir s'organisent dans les groupes.
Alors, je vous parlais de Max Pagès au début de cette conférence. Dans des enseignements de Max Pagès, c'était son moment un peu préféré. Il y avait des amphis d'étudiants comme ça. On attendait de boire sa parole et il disait rien. Puis il laissait les choses. Et donc forcément, il y avait du dérangement, des questionnements, etc. Puis il y en avait toujours quelques-uns qui prenaient en charge la question, d'autres, voilà. Et après, au bout d'une heure, à peu près 1h30, quand on avait bien mariné, Max Pagès nous faisait la description de voilà ce qui se passe dans les rapports de groupe, voilà comment ça s'est passé, etc. Donc c'est un peu caricatural et de temps en temps ça va pas loin, mais ça permet quand même de comprendre ce qui se passe dans un groupe quand on forme. Et c'est important de ne pas perdre ça à l'esprit parce que des fois on est pris par ce qu'on dit et on ne voit pas du tout, du point de vue de la réception, ce qui se passe, comment les rapports s'organisent au sein d'un groupe. Alors Maisonneuve, lui, il a une autre typologie, il va parler du coopératif, de l'élucidateur, enfin voilà, il y a différentes typologies qui s'organisent à partir de ce qu'on pourrait qualifier de la psychologie des groupes. Après, ce qu'on peut questionner aujourd'hui, c'est les usages de la notion de groupe dans le rapport au savoir, ou plus exactement, comment le groupe permet-il d'apprendre? Alors, les formateurs d'adultes se sont beaucoup différenciés des enseignants aux enfants sur cette question du rapport au savoir. Alors, ils se sont beaucoup différenciés des enseignants sur cette question du rapport au savoir pour deux raisons. La première, c'est que les enfants n'ont pas construit d'expérience de travail et donc n'ont pas structuré des convictions. Et donc, comme ils n'ont pas structuré des convictions, c'est assez facile de leur en construire. Pour les adultes qui ont des expériences et qui ont des convictions, on voit bien que le rapport de pouvoir n'est absolument pas le même. Et donc, la manière de travailler n'est pas la même. D'autant qu'avec cette question des convictions se pose la question des représentations et de qu'est-ce qu'on fait des représentations en formation. Vaste débat. Si je vous le caricature, d'un côté, une partie des professionnels, des formateurs vont dire que c'est essentiel de partir des représentations parce que c'est à partir de là que les adultes peuvent apprendre et transformer et développer et enrichir leur savoir. Puis il y a une autre partie qui va être complètement à l'opposé de ça, qui va dire mais les représentations sont trompeuses, ce sont des erreurs, ce sont des allants de soi que les gens prennent pour argent comptant, et le rôle de la formation, c'est au contraire de rompre avec ces questions-là et de ne pas s'occuper des représentations pour construire d'autres vérités. Donc ça renvoie aux deux rapports du savoir, mais il n'empêche que du coup, derrière ça, formation d'adultes et enseignants se pose dans un rapport très différent. On va dire que les formateurs d'adultes auraient aujourd'hui, je mets des conditionnels parce que il y en a beaucoup, de sortes, de beaucoup de milieux, aurait aujourd'hui plutôt tendance à considérer que le savoir se construit et qu'il n'est pas un stock qui s'accumule. Mais en même temps, on voit bien que on est savant et reconnu que si on peut dire j'ai un gros stock de savoir dans ma tête. Donc on a cette espèce de tension-là. Et les formateurs d'adultes se sont délibérément mis en tension ou en différence avec les enseignants, justement dans ce rapport au savoir, où pour eux, il faut partir de ce que savent et pensent les adultes pour construire, pour enrichir leur rapport au savoir. Et ça veut dire que le savoir, il n'est pas seulement du côté de celui qui enseigne, du côté du formateur.
Le savoir, il est aussi partagé, il est aussi ce qu'on pourrait appeler circulant. 5 minutes. Alors moi, je m'amuse beaucoup avec les formateurs, toujours de leur demander, quand on fait, au CNAM, on met les tables en carré, comme ça, quand on fait des formations, je leur dis, au fait, pourquoi elles sont en carré, là, les tables parce que ça renvoie à cette théorie-là d'un savoir circulant où le formateur n'est pas... voilà. Donc, si je vais aller plus vite, et donc je vais aller questionner, du coup, la question du groupe aujourd'hui et de comment, au fond, la question du numérique et du virtuel vient réinterroger cette fonction du groupe. Le premier point qui me semble important à poser, c'est de prendre comme postulat que tout rassemblement de personnes ne constitue pas un groupe. Et que donc un groupe, ce n'est pas une assemblée. Et que en ligne, quand on fait un cours en ligne, il faut se questionner à qui parle-t-on ? À qui parle-t-on ? Est-ce qu'on parle à une assemblée virtuelle de personnes qui écoutent? Est-ce qu'on s'adresse à une assemblée ou est-ce qu'on s'adresse à un groupe? Alors évidemment, selon la manière dont le formateur, et ce n'est pas le problème de l'outil, etc., selon la manière dont le formateur va répondre pour lui-même à cette question, il ne va pas démarrer de la même manière. C'est-à-dire que s'il s'adresse à une assemblée, il va démarrer sur ce qu'il a à dire, sur le sujet qui l'intéresse. S'il s'adresse à un groupe, il va démarrer sur qui sont les personnes de ce groupe, à qui je m'adresse. Et pas simplement pour une affaire de politesse, mais aussi parce que le « à qui je m'adresse » va construire mon rapport au savoir avec eux. C'est-à-dire que si je m'adresse à des personnes qui ont une expérience, si je m'adresse à des personnes qui connaissent déjà beaucoup de choses sur le sujet, je ne me positionnerai pas de la même manière dans la construction du rapport au savoir. Donc, l'enjeu, de mon point de vue, ça n'est pas que le virtuel modifie ou ne modifie pas la question. Si, ça modifie, ça la fait revisiter, ça impose en tous les cas de la revisiter, mais ça renvoie surtout au formateur sa propre position subjective, c'est-à-dire quelle place il a et à qui il s'adresse dans la manière de construire ce qu'il a à dire, ses enseignements, etc. Du coup, ça pose aussi la question de le groupe dans le travail et l'apprentissage dans le travail. On voit bien, par exemple, que les nouvelles formes d'organisation, les nouvelles formes pédagogiques avec les formations en situation de travail viennent questionner ça. La formation en situation de travail, c'est non plus le groupe créé, c'est le groupe naturel dans lequel le formateur va être invité. C'est le groupe, c'est le collectif de travail qui va réfléchir sur comment est-ce qu'on transforme, on apprend, on modifie. Du coup, la manière dont on va accompagner le groupe en situation de travail et la manière dont on va accompagner un groupe en formation questionne non pas les personnes qui apprennent, mais la manière dont le formateur se positionne à leur égard. Du coup, le problème que moi je soulève avec la question du groupe, c'est au fond un débat qui est très fort aujourd'hui, et j'en aurais terminé là, c'est sur la question de, c'est pas le virtuel ou le distance qui est problématique, c'est la dimension de l'individualisation. Au fond, quand on travaille, quand on réfléchit à la dimension individuelle et quand on développe beaucoup de manières d'individualiser, est-ce qu'on ne prend pas le risque de perdre le pouvoir formateur d'un groupe? C'est autour de ces questions-là que moi je suis plus inquiète sur le devenir des groupes, plus que sur la manière dont le virtuel ou le à distance ou le numérique peut transformer ou fait bouger la question des groupes. Alors, il y a plusieurs hypothèses.
la première hypothèse, c'est qu'on peut imaginer que la formation dans les situations de travail sera débattue en dehors de la situation de travail. Mais à ce moment-là, c'est dans la manière de débattre sur le travail que la question du groupe va se reconstituer. Pour débattre, il faut avoir un certain nombre d'intérêts communs. Une autre hypothèse, moins optimiste, c'est de considérer que les groupes sont naturels et que naturellement, ils vont apprendre. Alors ça, moi, je suis moins optimiste parce que tous les travaux sur les groupes montrent l'importance centrale de l'animateur ou on va dire, du leader ou de l'animateur du groupe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un étayage et s'il n'y a pas un cadre concret, les groupes de formation ne fonctionnent pas. Du coup, ça m'amènerait, mais peut-être j'ai pas trop le temps, à reparler de la fonction pédagogique et de la fonction à la fois de production, de facilitation et de régulation que tout formateur, quelle que soit la forme du groupe, doit penser pour agir en formation. Je vais arrêter là pour respecter le temps. Voilà. Du coup, on va peut-être passer à une session de questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question ou une interrogation sur ce qui a été présenté? Non? Si? Ok. Bonjour, merci pour votre intervention. Je vais poser une question qui est un peu bateau et qui doit être récurrente sur la composition des groupes et sur le format idéal, on va dire. Et le nombre. Merci. Il n'y a pas de format idéal. Enfin, voilà, il n'y aurait pas une règle absolue, il n'y a pas de format idéal, mais il y a une mise en relation de plusieurs éléments. Une mise en relation de les raisons pour lesquelles on constitue le groupe, c'est-à-dire l'objet d'apprentissage qui mobilise. Ça, c'est un point, la mise en relation de l'objet. Et voilà. Et puis, il y a la prise en compte des contextes et du temps. C'est-à-dire que si j'ai un groupe que je vais revoir de nombreuses fois, je peux me permettre d'avoir un groupe nombreux, voilà, parce que je sais que je vais le revoir, que je vais par moment travailler avec les uns plutôt qu'avec les autres. Mais si j'ai une temporalité très réduite, à ce moment-là, et que j'ai un objet de travail un peu compliqué, le groupe ne doit pas être trop massif. Donc c'est plus des relations par rapport à l'objet d'apprentissage que des règles absolues et du rapport qu'on a avec les personnes et qu'on construit avec eux. Donc aujourd'hui, dans l'enseignement, il y a beaucoup de cours qui se passent dans des amphithéâtres avec des groupes ou des assemblées très nombreuses, des intervenants qui peuvent être des experts qui vont venir une fois, deux fois, ou peut-être sur des cycles. Est-ce que pour vous, ça constitue un groupe d'apprentissage et quelles seraient les modalités pour faire de cette assemblée un groupe efficace dans son apprentissage ? C'est la question du savoir. Est-ce que cette assemblée est considérée comme une tête vide et puis c'est celui qui parle qui a la tête pleine? Donc, voilà. Ou est-ce que cette assemblée a une modalité pour exprimer aussi quelque chose à mettre en relation et construire une certaine dynamique à l'intérieur? C'est vraiment la question, le groupe, il repose vraiment sur la manière dont celui qui l'anime va se considérer comme porteur unique du savoir ou comme également quelqu'un qui a un savoir à partager avec d'autres. C'est là, à mon avis, que les choses se jouent beaucoup. Je vais rebondir sur ce que tu dis. J'ai un exemple d'un sociologue à la Sorbonne qui intervenait et qui
quand il a démarré, parce qu'il était un petit peu âgé, quand il a démarré, il y avait une assemblée d'étudiants qui était extrêmement concentrée, qui l'écoutaient religieusement. Et puis un jour, il a commencé à avoir un PC, puis 2 PC, puis 3 PC. Et puis un jour, il a vu une forêt de PC. Ça a été un peu plus compliqué. Et puis un jour, il a vu une ribambelle de téléphones portables. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc soit je continue à dire que c'est moi qui détiens le savoir et je ne tiens pas compte de ce qu'ils sont en train de regarder pendant que je parle, soit j'essaie de faire interagir. Et puis il ne se passait pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il donne une version, en tous les cas, une approche d'une certaine notion, d'un concept, et qu'un étudiant dit « Ah, monsieur, ça ne va pas, sur Wikipédia ou sur je ne sais quoi », ils disent complètement le contraire. Et là, le sociologue se dit, qu'est-ce que je fais, quoi? Soit je lui demande de fermer sa tablette ou son portable, et c'est moi qui sais, et c'est moi qui vais te répondre, soit on interagit. Et là, en l'occurrence, le sujet traité et ce qu'abordait l'étudiant, le sociologue ne le connaissait pas, n'avait pas lu. Donc il lui dit, ok, d'accord, ça marche. Peut-être que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis. Est-ce que vous avez lu jusqu'au bout? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que vous avez lu? Et le jeune répond, bah non, j'ai juste lu en diagonale. Super, bah, écoute, on se revoit dans 2 semaines et tu nous fais un point là-dessus, tu nous expliques. Et tu prends ma place. Et le cours a complètement changé de physionomie et les PC ont commencé à se rabattre. Les tablettes ou les téléphones portables ont continué. Mais du coup, l'assemblée n'était plus une collection de personnes qui étaient des têtes qui étaient censées absorber du savoir, mais une vraie interaction. Et là, clairement, c'est la médiation, c'est l'intervenant qui a fait la différence. Voilà. Donc c'est en fait, c'est des conceptions. Alors, mais d'ailleurs, ça renvoie aux 2 conceptions que je vous ai dit. Soit je suis là pour vous dire ce que vous ne savez pas. C'est une position assez fréquente dans l'enseignement. Soit je suis là pour vous dire des choses que peut-être vous ne savez pas, mais peut-être vous avez d'autres points de vue sur ces choses ou vous en savez d'autres. Et qui peuvent éventuellement me faire bouger dans moi ce que je sais. Hein, c'est aussi cette espèce d'interaction-là. Et construire un nouveau savoir. Merci. Du coup, je vous propose qu'on passe à l'expérimentation sonore dont on a parlé. Pardon. Donc, formé à la musicothérapie et je travaille beaucoup avec mon association L'Atelier Sonore à rendre la pratique musicale la plus accessible au plus grand nombre et surtout aux non-musiciens et notamment aux personnes en situation de handicap. Là, j'ai envie de vous proposer une petite expérience sonore avec vous, avec quelques volontaires. Donc ça va être l'étape la plus difficile pour vous, ça va être d'être volontaire. Après, ça va être très, très, très facile. Et bon, comme peut-être une petite dizaine de volontaires, ce serait vraiment super. Idéalement des non-musiciens, parce que, enfin non, des musiciens aussi sont les bienvenus, peu importe. Et avant que vous me rejoigniez sur scène, je vais vous donner simplement une consigne, ce qu'on travaillera dans le non-verbal. Donc on pourra utiliser sa voix pour chanter, pour crier, pour faire à peu près ce que vous voulez, mais on évitera de parler, de me poser des questions pendant ce moment-là. Et puis peut-être qu'à la fin, on prendra 5 minutes pour échanger sur ce qui s'est passé ou non. Voilà. Est-ce que tout est clair? Normalement, non. Donc c'est ça qui est bien. Et donc j'aimerais... Là, c'est la partie la plus dure que vous ayez à faire. S'il y a 5-6 personnes qui veulent me rejoindre sur scène, ça serait vraiment super. C'est ça, déjà. Merci, madame. Merci, monsieur. Je peux laisser ça. Il est encore temps de nous rejoindre. Eh bien, on va commencer. Je vous dirai quand ce sera terminé. Je vous propose, on va commencer déjà par découvrir notre espace et puis on va marcher. C'est très simple, marcher. On découvre un petit peu l'espace que l'on a.
à un moment donné, l'un d'entre vous produira un son. À un moment donné, quelqu'un d'autre pourra y répondre. Commence qui?
Non, je voulais vraiment vous remercier. Vous avez vraiment été très bien. C'était parfait. Il s'est passé plein de choses. Peut-être que les observateurs ont envie de dire ce qu'ils ont vu ou cru voir. Peut-être que les participants ont envie de s'exprimer aussi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est rigolo parce qu'il y a eu 2 moments et très naturellement on a tous fait moins fort, moins fort, moins fort et après on s'est complètement arrêté. On a eu beaucoup de mal à repartir, je pense que la timidité aussi, bon, plein de choses, et puis c'est reparti. Alors on s'est remis dedans, on a battu un bon rythme tous, etc. Puis pareil, le même phénomène, on s'est mis d'accord tacitement pour moins fort, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun son. On a même arrêté de marcher. Ouais, ça c'est ce que vous avez ressenti, plusieurs dynamiques dans le morceau. Effectivement, il y a eu beaucoup de choses. Après, vous êtes parti très vite, c'était très bien. Mais déjà, le parquet était déjà très sonore, donc on avait déjà beaucoup de matière. Et c'est pas vraiment une question, mais oui, effectivement, ouais, c'est la vie d'un groupe, je pense, c'est que ça respire, ça repart. Généralement, dans ce genre de choses, il y a 3... Enfin là, j'ai donné très peu de consignes parce que vous étiez déjà très bavard. Il y a 3 phénomènes. Il y a le phénomène d'incompréhension face à la consigne. On se dit, je ne comprends pas ce que me veut ce monsieur. Bon, première chose. Deuxième phénomène, c'est l'imitation, la stéréotypie. Bon, lui, il est en train de faire ça. Bon, c'est parti, je fais ça, je fais ci. Ça doit être ça la bonne réponse. Et le dernier phénomène, qui est le plus intéressant, c'est la phase de création, où là, vraiment, on prend de la liberté. Et tous, à votre échelle, vous en avez pris. J'ai eu très peur au début. Vous, monsieur, là, je vous ai vite... J'ai pas mis de cadre en même temps, mais c'est vrai que je vous ai vu partir dans l'espace. Vous n'êtes pas allé bien loin, vous êtes resté par là, mais je me suis dit, mais ça aurait été très bien aussi de se balader ailleurs, parce que j'avais pas défini un espace précis. Et ouais, donc effectivement, dans le non-verbal, il se passe énormément de choses, tacites, explicites. Je pense que vous en parlerez bien mieux que moi éventuellement. Moi, je voudrais faire le pont entre ce qui s'est dit, ce qu'Annelise a évoqué, ce que vous venez de vivre, et puis ce qu'on peut peut-être en dégager en termes de groupe et de relations de groupe. Je voudrais m'attarder à ce qu'on vit aujourd'hui. Quelles sont les forces externes aujourd'hui qui font qu'en termes de groupe, la donne change ? Il y a une première chose qui relève, à mon avis, des mutations sociétales. On n'est plus les mêmes qu'avant. Il y a plusieurs. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je ne suis pas une spécialiste, mais on voit clairement qu'on agit et on interagit différemment. Il y a la notion de famille, il y a la notion de travail, enfin tout a été bousculé. Et les obligations qu'on a, les injonctions entre guillemets qu'on a d'adaptation rapide et immédiate à ces mutations font que très souvent on les fait en groupe parce que, comme disait Anis tout à l'heure, c'est très rassurant. Et peut-être qu'on bouge beaucoup plus nos lignes ou beaucoup plus rapidement ou différemment qu'on ne le faisait avant. Donc c'est une première force externe, contrainte ou pas contrainte, peu importe, mais en tous les cas elle existe. On a une deuxième force externe que je relie au travail, qui est la dynamique d'innovation et d'aspect collaboratif. Et cette dynamique-là, qu'on la souhaite ou qu'on ne la souhaite pas, on voit bien qu'elle pointe son nez régulièrement et qu'en tous les cas, elle existe et elle est récurrente et on entend cette petite voix. Et elle l'oriente vers le groupe, clairement. L'innovation est plutôt collective ou collaborative. Les modes de transmission ou d'échange deviennent collaboratifs parce qu'ils sont pas mal numériques, mais pas que. Donc on a un aspect un peu contraint là-dedans. Même si on a envie d'y aller, il y a quand même une notion de force externe contrainte. Et puis il y a des nouvelles interactions, à nouveau liées au numérique, où là on ne sait pas trop si on est dans un groupe, membre d'un groupe, pas vraiment du groupe. Je prends l'exemple classique de Facebook. Voilà, ou ça peut être Twitter, ça peut être n'importe quelle communauté numérique, mais ça marche aussi dans le travail, on est bien d'accord. C'est que c'est plus révélateur sur cet exemple-là, pardon.
C'est les amis de mes amis sont-ils mes amis, ou mes relations professionnelles de mes relations professionnelles sont-elles mes relations professionnelles? On n'a pas attendu le numérique pour ça, on est bien d'accord, c'est simplement démultiplié. Et du coup, qu'est-ce que c'est que ce groupe un peu subi parfois? C'est-à-dire que j'ai un groupe effectivement choisi, un groupe naturel. Je fais partie de ceux qui adorent les expérimentations musicales. Et dans ce groupe, il y a Benjamin, il y a une dizaine de personnes que je connais bien, mais les amis des amis de ces amis-là, je ne les connais pas, et je suis sur ce groupe-là, et j'interagis avec eux. Et qu'est-ce que c'est que cette notion-là aussi, qui vient d'apparaître? Donc cette force externe, elle m'emmène vers du groupe. Au départ, j'étais amie avec 3 personnes dans le groupe, et je me retrouve avec un groupe de 500 personnes. Voilà. C'est quoi ce groupe? Comment je me sens dans ce groupe? Quels sont ces membres de groupe? Et après, je reviens sur ce que disait Annelise tout à l'heure, qui est la notion du rapport au savoir. Je vais partir du postulat que le sujet convoque le savoir. Je pars aussi du postulat que la relation dans un groupe, elle construit le savoir et la connaissance. Et puis je m'interroge sur qu'est-ce qu'on appelle détenir le savoir aujourd'hui, ou qu'est-ce que c'est que le savoir aujourd'hui? Et je reviens à nouveau sur le numérique. C'est pas une marotte, hein, je vous promets, je m'intéresse à d'autres choses. Et ça me ramène au groupe. Et le savoir aujourd'hui, alors pas de polémique sur ce que je vais dire, mais c'est un exemple. Wikipédia, on y va tous à différents niveaux, mais on l'utilise. Qui n'utilise pas du tout Wikipédia? Du tout. Hein, genre, j'ai décidé que c'était contre ma religion, quoi. Bon, d'accord. J'ai pas dit que c'était la vérité. Je dis que là, le Wikipédia, c'est construit par le groupe. Et qu'étonnamment, à Wikipédia, on lui fait confiance. En partie, pas à 100%. Voilà, on sait bien qu'il y a des choses qu'il faut aller un peu rechecker de temps en temps. Et ça nous ramène à cette notion de groupe et à faire confiance au groupe, qu'on avait, il me semble, un peu oublié. Et notamment en formation. Si quelqu'un me dit quelque chose et qui partage un morceau de savoir ou qui construit quelque chose avec moi, est-ce que je lui fais confiance? Ou est-ce que je refais tout le boulot derrière lui et que je travaille avec lui? Je travaille en doublon, avec lui. On a exactement la même chose au travail, dans les situations de travail. Comment est-ce que j'apprends autour d'un projet quand je suis en groupe? Est-ce que je suis en capacité de faire confiance? Et puis à un moment donné vient cette notion un peu de modération ou de médiation. C'est-à-dire, je veux bien faire confiance à l'autre, mais si on n'est pas d'accord, ou si on a quelque chose qui nous divise, ou qui nous oppose, ou qui simplement nous plonge dans un bon mélange, dans un bon conflit socio-cognitif, c'est qui l'arbitre? Comment on arbitre? Et du coup, comment j'apprends et comment je sais que j'apprends? Voilà, toutes ces questions-là, on se les pose un peu tous, ou on se les pose pas, on les vit, on ne met pas de mots là-dessus. Et ça nous ramène à 2 éléments. L'axe informel et l'axe formel qu'on a dans une communauté d'apprentissage ou qu'on a dans un groupe qui apprend. C'est une partie où j'interagis et je réfléchis avec les autres. Donc je suis en général, je prends le postulat aussi que je suis par exemple dans une résolution de problèmes, si je me ramène aux situations de travail, ou dans la résolution ou l'application d'une consigne, si on reprend ce que Benjamin a fait tout à l'heure. Et je me dis, mais on se met tous en ordre de marche et on a une relation socio-cognitive qui nous emmène vers cette résolution de problème. Ça, jusque-là, tout va bien. Mais ça ne fait pas un groupe et ça ne fait pas de l'apprentissage et ça ne suffit pas pour arriver à la résolution de problème. Si dans les 10 personnes qu'on avait eues tout à l'heure, au premier claquement de doigts, on aurait dit non mais c'est pas bien ça. Alors on n'avait pas le droit de parler, mais on aurait pu montrer du doigt, ou on aurait pu dire si on n'a pas un environnement et si on n'a pas une relation socio-affective, si on n'a pas cette notion du rapport à l'autre, cet espace, cet environnement d'aménité où on est bienveillant, on est courtois, où on se fait plaisir, ça ne marche pas non plus. Et puis si je ramène cette notion-là, encore une fois, à l'expérience avec Benjamin tout à l'heure, on sent bien que de temps en temps, il y a des prises de lead qui se font, y compris musicales. Alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps la même personne, hein, mais de temps en temps, on a une position de leader qui redynamise le groupe ou qui le renvoie sur autre chose. Alors ça peut être dans la descente de tout à l'heure ou ça peut être dans la remontée sonore. Et ce lead, il peut prendre plein d'aspects différents. Ça nous ramène à la médiation du formateur tout à l'heure.
Ça peut nous ramener à un objectif professionnel, un projet qui nous mène et au gré du projet, au fil du projet et des avancées et de la couleur qu'on lui donne, il y a des interactions externes qui rentrent en ligne de compte comme médiation. Ça peut être les pairs, entre nous. On a vu tout à l'heure qu'en fonction de ce qui se passait, on avait une médiation et un réajustement par les pairs. Et ça nous emmène donc à cette notion d'environnement d'apprentissage, qui est essentielle. Pour moi, le groupe ne peut s'épanouir et ne peut vraiment fonctionner au-delà de ce qu'on vient de dire que lorsque l'environnement est accueillant, et particulièrement en entreprise. C'est-à-dire que la situation d'apprentissage ne peut réellement se faire dans le groupe et, par voie de conséquence, je ne vais pas refaire toute la démarche évidemment d'analyse, mais à titre individuel dans ce qu'on va pêcher dans le groupe, ne peut se faire que si les éléments sont facilitants. Et ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie. Vous pourrez être le meilleur groupe de la planète, vous pourrez être le meilleur apprenant de la planète, si à un moment donné les freins externes sont trop forts ou si c'est compliqué d'avoir cette appropriation du savoir, vous serez plus sur de l'information ou sur je subis ce qu'on m'explique et ce qu'on essaie de me transmettre que sur une vraie appropriation, encore une fois, moi non plus j'aime pas trop ce mot-là, mais transférable, applicable à vos futures situations, qu'elles soient de travail, de vie ou autres. Voilà ce que je voulais dire dans les nouvelles approches, ou en tous les cas dans ce que le virtuel pouvait ou le numérique pouvait amener. On est bien d'accord, on est tout à fait d'accord toutes les deux sur le fait que c'est pas le numérique qui change la vie et c'est pas le numérique qui change l'apprentissage, mais ça fait bouger certaines lignes, ça le réinterroge. Et moi, cette notion de groupe, je suis sur Facebook, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas un problème, hein. J'ai des groupes de travail avec lesquels je m'entends plus ou moins bien ou avec lesquels c'est plus ou moins efficient. Mais ça ramène toujours à cette notion de complexe de la gestion du groupe, de la parole, de comment on apprend ensemble, comment on apprend en étant réceptif. Et je trouve que l'intervention de Benjamin, elle est extrêmement intéressante par rapport à ça, parce qu'on est toujours dans la réception de la parole, et dans le verbal, et que la réception non verbale est essentielle dans un groupe, et dans notre capacité derrière à pouvoir s'approprier les choses. Voilà, j'aurais volontiers continué sur la formation en situation de travail et sur bien d'autres notions, mais je pense que le temps nous est un peu compté. Et je vous laisse avec une question. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'on a des approches en pédagogie qui sont assez connues. Est-ce que quelqu'un connaît celle qui s'appelle aujourd'hui l'approche connectiviste? Ça vous parle? Ouais. Et ça vous dit quoi? Avec Carl Rogers, non? Non, c'est pas ça. C'est pas grave du tout. L'approche connectiviste, c'est aujourd'hui la mise en lien constructive. Connectiviste, de connexion, pardon, j'articule mal. Et certains d'entre nous pensent qu'aujourd'hui, le connectivisme est une forme d'apprentissage. Pourquoi pas? Je vous laisse réfléchir à ça. C'est aujourd'hui notre information, la capacité à la mettre en lien, la capacité à pouvoir aller chercher de l'information et l'accès à l'information, le lien qu'on fait avec les autres et les échanges qu'on fait avec les autres. Est-ce que ça, c'est de l'apprentissage? Voilà. Je ne donne pas de réponse, j'en ai pas, mais une interrogation. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir ou poser une question suite à ça? En général, ça extermine le connectivisme. Ouais, c'est ce qui tombe. Bonsoir, Pascal Frion. Moi, je pense que ça pouvait être le cas plus dans le passé, et de plus en plus dans le présent, dans le futur. On va en voir beaucoup de bruit, en fait, de se connecter de plus en plus d'informations. Pourquoi c'est mieux? Avant, c'était mieux parce que globalement, on n'en avait pas. Aujourd'hui, on en a trop, donc plus d'infos, plus de connexions, ça va réduire. Avant, c'était le volume qui faisait le poison, et maintenant, c'est peut-être l'accès. Avant, c'était l'excès qui faisait le poison, maintenant, c'est peut-être l'accès qui fait le poison. Donc, voilà.
et dans quelle mesure, dans quelle mesure cet accès nous met en appétence ou nous met en revanche en distance. Parce que ça, c'est un vrai levier. Voilà, la capacité à accéder à de l'information nous met en appétence sur l'envie d'apprendre. Est-ce que ça nous fait apprendre? C'est autre chose. C'est l'usage qui est pas tellement l'accès. Ouais. La question, c'est l'usage, c'est-à-dire qu'être connecté, ça peut susciter de l'intérêt, mais ça peut aussi nous coller dessus comme de l'eau sur un imperméable. C'est-à-dire que ce n'est pas gagné parce qu'on est au courant ou qu'on est connecté qu'on apprend. Il y a autre chose. Mais j'aurais envie de dire un peu... Je mets un coup de pied dans la porte des festes. Ce n'est pas parce qu'on fait et qu'on sait faire qu'on apprend. On peut faire et très mal faire, mais sans avoir conscience que l'on fait mal. On peut faire et très bien faire et sans avoir conscience que l'on fait bien. C'est-à-dire qu'apprendre, ça suppose quand même un niveau de distance à l'action pour prendre conscience de ce que l'on a fait. Autrement, on peut faire sans avoir la moindre conscience de quoi que ce soit et d'apprendre. À cet axe de la métacognition, j'y rajouterais une marotte qui est chère à quelques-uns et quelques-unes dans cette salle, qui est le apprendre à apprendre. Je ne vise personne en particulier, pas du tout. Qui est de se dire aussi, dans l'environnement facilitant, il faut aussi se connaître et connaître ses modalités d'apprentissage. Personne n'apprend de la même façon. Et être aussi en capacité d'analyser la limite des modalités de la biologie humaine. Voilà, parfois on demande ou on surestime ce que peut faire le cerveau et sa capacité à absorber, à s'approprier du savoir. Et du coup, on peut effectivement mal apprendre. Voilà. Donc du recul, une bonne connaissance de soi, un environnement facilitant, un groupe, parce qu'apprendre seul, c'est clairement impossible, et puis un espace de médiation, ou en tous les cas, d'échange et de lead, de changement de lead pour la dynamique. Je vous propose de prendre peut-être une dernière question, si quelqu'un le souhaite, avant de conclure. Ouais. J'ai cru que Benjamin l'avait épuisé. Non, je voulais juste... moi, j'ai bien aimé votre approche, enfin l'axe, même si ça n'a pas été tellement approfondi, mais l'axe formel et informel, pour donner des cours de français à des migrants. La partie informelle et le climat de bienveillance et le climat facilitateur pour être bien dans son corps et bien dans son être, avec tout ce qu'on peut imaginer aussi de la vie de ces personnes-là, c'est la base et ça fait 90% du savoir, enfin de l'accès au savoir. Il n'y a pas besoin. Ok. Vous souhaitez conclure? Non, il y avait une question, pardon? Non, c'est bon. Non, disons que j'ai envie de dire, ça me fait plaisir de voir que les questions de pédagogie demeurent vivantes et vivaces, et qu'au fond, il y a une vraie réflexion sur ce que c'est qu'apprendre à apprendre, parce que c'est peut-être ça qui fait le plus défaut aujourd'hui, quand on parle des facilités et des usages numériques, connectiques, etc. Voilà, merci beaucoup. Ok, donc juste pour conclure, merci pour vos interventions. Et évidemment, merci pour l'improvisation. Je pense que tout le monde a apprécié le moment, même ceux qui étaient assis. Je pense qu'on était quelques-uns à être à deux doigts de taper dans les mains aussi. Donc, c'était un bon signe. Donc voilà, écoutez, merci pour la captation à Jean-Luc. Et puis, pour votre information, il y a une bibliographie qui est réalisée pour chaque conférence, qui est disponible sur le site du CNAM. C'est nos collègues de la médiathèque du CNAM
qui le réalisent, Émilie et Clément. Et voilà, et puis on vous donne rendez-vous bien sûr pour la prochaine conférence qui aura lieu le 19 juin, donc mes mieux mémeurs, et le thème sera « Peut-on reproduire la réalité dans l'apprentissage par le jeu ?» On parlera notamment des serious games. Voilà, très bonne soirée à tous et puis à bientôt.